La France vient de subir l'une des pires humiliations géopolitiques de son histoire moderne et personne n'en parle. Madagascar a osé l'impensable en chassant le président soutenu par Paris et en reprenant le contrôle total de ses ressources stratégiques pendant que l'armée malgache bloque l'accès au graphite indispensable pour toute l'Europe. Abonnez-vous maintenant et laissez un like massif parce que ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision de l'Afrique et de la géopolitique mondiale. L'impensable vient de se produire dans l'océan Indien. Une nation africaine, autrefois soumise à la domination coloniale française, vient d'infliger à Paris l'une des défaites géopolitiques les plus retentissantes de son histoire moderne. Madagascar, cette île immense que beaucoup croyaient encore sous tutelle française, a osé l'inimaginable. Reprendre le contrôle total de ses ressources stratégiques et chasser du pouvoir le président que l'Élysée protégeait comme son homme de confiance. Les images qui circulent dans le monde entier montrent un peuple en liesse, célébrant la fin d'un régime corrompu et le début d'une nouvelle ère de souveraineté. Mais derrière cette joie populaire se cache un bouleversement géopolitique d'une ampleur considérable. La France, cette puissance nucléaire qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, vient de perdre l'accès à des minerais absolument vitaux pour son avenir industriel. Le graphite, ce matériau essentiel à toutes les batteries électriques, à tous les smartphones, à toute la transition énergétique européenne, échappe désormais au contrôle occidental. L'armée malgache, dans un geste sans précédent, a bloqué tous les sites d'extraction et signifié aux entreprises françaises que leur présence n'était plus désirée sur le territoire national. Cette révolution malgache ne ressemble à aucune autre dans l'histoire récente du continent africain. Il ne s'agit pas d'un simple coup d'État militaire orchestré dans l'ombre par des puissances étrangères rivales, soutenu par une armée qui a choisi le camp de son peuple plutôt que celui des intérêts étrangers. Les rues de la capitale ont été le théâtre de scènes extraordinaires où des soldats ont retiré leurs casques pour rejoindre les manifestants, pleurant avec eux, scandant les mêmes slogans réclamant justice et dignité. Cette fraternisation massive entre forces armées et population civile a sonné le glas d'un régime qui pensait pouvoir maintenir éternellement son pouvoir grâce au soutien de l'ancienne puissance coloniale. Les militaires malgaches ont compris une vérité fondamentale que trop de dirigeants africains ignorent encore. L'honneur ne consiste pas à protéger des dictateurs corrompus, mais à servir Cette prise de conscience a transformé une simple protestation sociale en révolution géopolitique majeure. Le président déchu incarnait parfaitement le système néocolonial que Madagascar vient de rejeter violemment. Arrivé au pouvoir en se présentant comme le champion de la jeunesse contre un régime corrompu, il avait progressivement transformé le pays en machine à enrichir une petite élite locale et les multinationales occidentales. Les contrats miniers qu'il signait dans l'opacité la plus totale permettaient aux entreprises françaises d'extraire les richesses du sous-sol malgache à des prix dérisoires, moyennant des commissions versées sur des comptes offshore. Pendant ce temps, le peuple malgache manquait d'eau potable, d'électricité. Cette injustice criante a finalement provoqué une explosion de colère populaire que même la répression la plus brutale ne pouvait plus contenir. Les manifestations ont commencé par rassembler quelques milliers de personnes réclamant la baisse du coût de la vie, puis sont devenues un mouvement de masse, exigeant la démission pure et simple du président et la fin du pillage organisé des ressources nationales. La réponse du régime à ces protestations légitimes a été d'une violence inouïe, révélant la véritable nature d'un pouvoir prêt à tout pour se maintenir. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur des manifestants non armés, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. Ces crimes commis au nom du maintien de l'ordre ont produit l'effet inverse de celui recherché, galvanisant davantage la population et poussant l'armée à se poser des questions existentielles sur son rôle. Les soldats malgaches, issus pour la plupart de milieux populaires, voyaient leur propre famille dans les rues, réclamant justice. Comment pouvaient-ils continuer à protéger un régime qui tuait son propre peuple pour préserver les intérêts des multinationales étrangères? Cette interrogation morale a provoqué des fractures au sein de l'institution militaire, avec des officiers de rang intermédiaire qui commençaient à remettre en question ouvertement les ordres reçus. Le basculement définitif s'est produit lorsque des unités entières ont refusé de réprimer une manifestation massive, posant leurs armes et rejoignant les protestataires dans un geste. Ce moment de fraternisation entre l'armée et le peuple représente bien plus qu'un simple événement politique local. Il symbolise le réveil d'un continent qui refuse désormais de jouer le rôle de pourvoyeur de matières premières bon marché pour l'industrie occidentale.
Madagascar possède certains des gisements les plus riches et les plus purs de minerais stratégiques au monde, des ressources qui devraient normalement garantir la prospérité de sa population. Pourtant, pendant des décennies, ces richesses ont été extraites et exportées brutes vers l'Europe, enrichissant des actionnaires parisiens pendant que les Malgaches vivaient dans la pauvreté. Cette aberration économique et morale ne pouvait pas durer éternellement. La nouvelle génération africaine, éduquée et connectée au monde, comprend parfaitement la valeur réelle de ces ressources et refuse catégoriquement de continuer à se faire exploiter. Les manifestants malgaches ne réclamaient pas simplement un changement de président. Ils exigeaient une transformation radicale du modèle économique qui régit les relations entre leur pays et l'Occident. La France a observé avec une impuissance croissante l'effondrement de son influence à Madagascar, incapable de sauver son protégé malgré tous ses efforts diplomatiques. L'Élysée a bien tenté de jouer la carte de la médiation, envoyant émissaire sur émissaire pour convaincre le président de négocier avec l'opposition et d'éviter le pire. Mais ces efforts restaient vains face à un mouvement populaire d'une telle ampleur qu'aucune manœuvre diplomatique ne pouvait le contenir. Le président, convaincu jusqu'au dernier moment que la France le protégerait quoi qu'il arrive, a refusé toute concession réelle, se contentant de promesses creuses et de réformes cosmétiques qui ne trompèrent plus personne. Cette arrogance du pouvoir, nourrie par des années de soutien inconditionnel de Paris, l'a finalement conduit à sa perte. Quand l'armée a basculé et que le Parlement a voté sa destitution, il s'est retrouvé totalement isolé, sans aucun soutien intérieur et avec un allié français incapable de le maintenir au pouvoir par la force. L'exfiltration du président déchu par le plus humiliant de toute cette affaire pour la diplomatie de Paris. Alors que le peuple malgache réclamait que leur ancien dirigeant réponde de ses actes devant la justice nationale, la France a organisé une évacuation clandestine pour le soustraire aux conséquences de ses crimes. Cette opération, révélée par des médias français eux-mêmes, a provoqué une vague d'indignation à Madagascar et dans toute l'Afrique. Les Africains ont vu dans ce geste la preuve ultime que Paris reste prêt à tout pour protéger les dictateurs corrompus qui servent ses intérêts, même contre la volonté explicite de leur peuple. Cette fuite organisée a définitivement discrédité le discours français sur le renouveau des relations avec l'Afrique et le respect de la souveraineté des nations. Comment peut-on prétendre respecter un pays tout en aidant son président déchu à échapper à la justice? Le nouveau gouvernement de transition malgache a immédiatement demandé l'extradition de l'ancien président pour qu'il soit jugé pour corruption, détournement de fonds publics et crimes contre le peuple. Cette requête officielle, formulée dans le respect du droit international, a été poliment mais fermement rejetée par la France au nom de considérations humanitaires. Paris prétend protéger un homme menacé de persécution politique, alors que toute l'Afrique voit clairement qu'il s'agit de soustraire un complice à la justice. Au-delà du graphite, Madagascar possède d'immenses réserves de cobalt et de nickel, deux métaux absolument critiques pour l'industrie des batteries et la transition énergétique mondiale. Le cobalt, surnommé l'or bleu du XXIe siècle, joue un rôle irremplaçable dans les cathodes des batteries lithium-ion haute performance qui équipent les véhicules électriques premium et offrent la meilleure densité énergétique. Ce métal gris bleuâtre, aux propriétés magnétiques exceptionnelles, stabilise la structure cristalline des cathodes et permet d'augmenter considérablement la capacité de stockage énergétique des batteries. Les chimies de batteries les plus avancées contiennent entre 5 et 8% de cobalt. Une proportion apparemment modeste mais absolument indispensable pour garantir les performances et la sécurité des systèmes. Même les nouvelles générations de batteries qui tentent de réduire la teneur en cobalt pour des raisons de coût et d'approvisionnement ne peuvent pas l'éliminer complètement sans sacrifier significativement l'autonomie et la durabilité. Cette dépendance technologique fait du cobalt un enjeu géostratégique majeur dont le contrôle détermine en grande partie l'avenir de la mobilité électrique. Madagascar se classe parmi les pays possédant les plus importantes réserves mondiales de cobalt, une position stratégique que le nouveau pouvoir compte bien exploiter à son avantage. Les gisements se concentrent principalement dans la gigantesque mine d'Ambatovi, l'un des plus grands complexes miniers au monde, qui produit annuellement plusieurs milliers de tonnes de cobalt raffiné. Cette installation pharaonique, construite au prix d'investissements colossaux, symbolisait jusqu'à récemment le modèle classique de l'exploitation minière néocoloniale,
où les multinationales occidentales extraient les richesses africaines pour alimenter leurs industries métropolitaines. Les entreprises françaises, canadiennes et japonaises qui contrôlaient Ambatovi versaient des redevances dérisoires au gouvernement malgache tout en réalisant des profits considérables sur le marché international du cobalt. Cette situation scandaleuse, acceptée par l'ancien régime corrompu, a pris fin brutalement avec l'arrivée au pouvoir de forces politiques déterminées à défendre les intérêts nationaux. Le nouveau gouvernement a immédiatement lancé un audit complet de tous les contrats miniers pour identifier les clauses léonines et préparer leur renégociation intégrale. Le nickel malgache représente un enjeu tout aussi crucial que le cobalt dans la bataille technologique mondiale pour le contrôle des chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques. Ce métal argenté brillant constitue le composant principal des batteries de nouvelle génération qui équipent la majorité des véhicules électriques de gamme moyenne et supérieure. Les batteries de type NMC contiennent jusqu'à 80% de nickel dans leur composition cathodique, une proportion qui explique leur excellente densité énergétique. Le nickel malgache bénéficie d'une réputation exceptionnelle dans l'industrie mondiale grâce à sa pureté remarquable, qui facilite les processus de raffinage et améliore les performances finales des batteries. Cette qualité supérieure commandait traditionnellement une prime sur les marchés internationaux, prime dont ne bénéficiaient évidemment pas les malgaches puisque leurs ressources étaient bradées par un gouvernement corrompu. La Révolution a mis fin à cette aberration économique en permettant au pays de négocier désormais ces minerais à leur juste valeur. La stratégie mise en place par le nouveau gouvernement malgache pour valoriser ses ressources en cobalt et nickel témoigne d'une sophistication géopolitique que beaucoup de commentateurs occidentaux n'attendaient pas d'un pays africain. Loin d'être une simple réaction émotionnelle contre l'ancien colonisateur, il s'agit d'un plan méthodique articulé autour de plusieurs axes parfaitement coordonnés. La première étape consiste en la création d'une compagnie nationale des mines sur le modèle des grandes entreprises d'État qui contrôlent les ressources stratégiques dans les pays émergents prospères. Cette entité publique détiendra le monopole de l'exploitation des gisements de minerais critiques et sera chargée de négocier avec les investisseurs étrangers à partir d'une position de force plutôt que de faiblesse. La deuxième phase prévoit l'industrialisation locale avec pour objectif de transformer sur place au moins la moitié de la production minière dans les prochaines années. Des usines de raffinage de cobalt, de transformation de nickel et de production de précurseurs pour batteries sont actuellement en phase de planification avec l'assistance technique d'experts chinois et russes qui maîtrisent ces technologies complexes. La troisième dimension de cette stratégie vise la montée en gamme progressive dans la chaîne de valeur des batteries pour capturer le maximum de revenus sur le territoire national. Les planificateurs malgaches ont parfaitement compris qu'exporter du cobalt brut génère des revenus dérisoires de sulfate de cobalt purifié ou, mieux encore, de cathodes de batteries prêtes à l'emploi. Cette logique de maximisation de la valeur ajoutée locale constitue exactement ce que redoutent les industriels occidentaux, qui ont construit leur modèle économique sur l'importation de matières premières africaines bon marché. Le nouveau gouvernement malgache refuse catégoriquement de perpétuer ce système d'exploitation et assume pleinement les tensions diplomatiques que cette position provoque avec les anciennes puissances coloniales. Les responsables malgaches répètent inlassablement que leur pays ne sera plus jamais le fournisseur docile de l'industrie européenne, mais deviendra un acteur industriel à part entière captant sa juste part de la valeur créée. Cette détermination à transformer radicalement le modèle économique national inspire de nombreux autres pays africains qui observent attentivement l'expérience malgache. Les entreprises françaises présentes à Madagascar depuis des décennies ont vécu l'annonce de la renégociation des contrats miniers comme un traumatisme existentiel. Le géant de la métallurgie qui exploitait Ambatovi s'est vu signifier que son contrat ne serait pas renouvelé aux conditions actuelles et qu'une participation malgache majoritaire de 51% dans tous les projets miniers constituait désormais une condition non négociable. Cette exigence, présentée comme un ultimatum plutôt qu'une base de négociation, a provoqué la stupeur dans les conseils d'administration parisiens où l'on croyait encore que la France disposait d'un droit naturel sur les ressources de ses anciennes colonies. La direction de l'entreprise française a d'abord tenté de résister, menaçant de suspendre les opérations et de porter l'affaire devant les tribunaux arbitraux internationaux.
Mais le gouvernement malgache a répondu avec une fermeté qui a surpris tout le monde, en menaçant simplement de nationaliser purement et simplement les installations minières si l'entreprise refusait les nouvelles conditions. Face à cette détermination et consciente qu'aucun tribunal international ne pourrait forcer un État souverain à maintenir des contrats léonins signés sous un régime corrompu, l'entreprise française a finalement accepté de négocier depuis une position de faiblesse absolue. D'autres fleurons de l'industrie française ont subi des humiliations encore plus brutales, avec des retraits purs et simples de leurs permis d'exploration et d'exploitation. Les cadres expatriés de ces compagnies ont été priés de quitter le territoire malgache sous escorte militaire dans des scènes filmées et diffusées largement sur les réseaux sociaux pour bien marquer symboliquement la fin de l'ère néocoloniale. Ces images de managers français, escortés par des soldats malgaches vers l'aéroport, ont fait le tour du monde, provoquant des réactions contradictoires selon les pays et les sensibilités politiques. Le graphite est devenu l'enjeu géopolitique central du XXIe siècle, remplaçant le pétrole dans l'équation stratégique mondiale. Et Madagascar en possède certains des gisements les plus exceptionnels de la planète. Ce minéral gris anthracite, que la plupart des gens connaissent uniquement comme composant des mines de crayon, est en réalité le matériau absolument indispensable à toute la révolution technologique en cours. Sans graphite, aucune batterie lithium-ion ne peut fonctionner, aucun véhicule électrique ne peut rouler, aucun smartphone ne peut exister, aucune transition énergétique ne peut se concrétiser. Cette dépendance technologique totale confère au graphite une importance stratégique qui dépasse de loin. Les dirigeants occidentaux commencent seulement à réaliser l'ampleur du problème auquel ils sont confrontés maintenant que Madagascar, l'un des principaux fournisseurs potentiels, échappe complètement à leur contrôle. La perte d'accès aux gisements malgaches représente une catastrophe industrielle majeure dont les conséquences se feront sentir pendant des décennies. La méconnaissance généralisée du rôle absolument central du graphite dans l'économie moderne explique pourquoi si peu de commentateurs ont compris la gravité de la crise malgache pour l'Occident. Quand on parle de transition énergétique et de véhicules électriques, l'attention médiatique se concentre généralement sur le lithium, présenté comme l'or blanc indispensable à cette révolution. Pourtant, la réalité industrielle démontre que le graphite est infiniment plus important quantitativement que le lithium dans la fabrication des batteries. Une batterie lithium-ion standard nécessite entre 10 et 15 fois plus de graphite que de lithium, un ratio que très peu de gens connaissent. Un véhicule électrique haut de gamme contient environ 54 kg de graphite pour ses anodes, contre seulement quelques kilogrammes de lithium pour ses cathodes. Cette disproportion massive signifie que toute pénurie de graphite bloquerait instantanément la production de véhicules électriques, peu importe la disponibilité du lithium. Les constructeurs automobiles européens découvrent avec effroi cette dépendance critique au moment précis où Madagascar leur ferme la porte au nez. Les gisements malgaches de graphite naturel présentent des caractéristiques exceptionnelles qui en font une ressource particulièrement convoitée par l'industrie mondiale. La pureté du graphite malgache peut atteindre 95% de carbone, une qualité supérieure qui ne nécessite qu'un raffinage minimal pour être utilisée dans les batteries de haute performance. Cette pureté naturelle réduit considérablement les coûts de transformation et l'impact environnemental du processus industriel, offrant un avantage compétitif majeur par rapport à d'autres sources de graphite de moindre qualité. Les réserves prouvées atteignent des dizaines de millions de tonnes, des quantités automobiles européennes pendant plusieurs décennies. Les géologues qui ont cartographié les gisements malgaches estiment que certaines zones du sud de l'île contiennent les concentrations les plus élevées de graphite naturel jamais découvertes sur la planète. Ces richesses exceptionnelles, combinées à la proximité géographique relative avec l'Europe et l'absence de conflits majeurs, faisèrent de Madagascar le partenaire idéal pour sécuriser l'approvisionnement européen. La position monopolistique chinoise sur le marché mondial du graphite représente le cauchemar géostratégique absolu pour les Occidentaux qui découvrent leur dépendance totale vis-à-vis de Pékin. La Chine contrôle actuellement environ 70% de la production, une domination déjà inquiétante en soi. Mais la situation devient véritablement critique quand on réalise que Pékin contrôle 100% des capacités mondiales de raffinage et de transformation en graphite sphérique purifié, la forme requise pour les anodes de batterie. Cette maîtrise complète de toute la chaîne de valeur n'est pas le résultat d'un hasard géologique,
mais d'une stratégie industrielle délibérée, menée sur plusieurs décennies par les dirigeants chinois qui ont compris avant les Occidentaux l'importance cruciale du graphite. Pendant que l'Europe et l'Amérique délocalisaient joyeusement leurs industries polluantes vers l'Asie, la Chine construisait méthodiquement son monopole sur les minerais critiques et leurs chaînes de transformation, créant une dépendance technologique dont l'Occident mesure seulement maintenant l'ampleur. Cette domination chinoise place Pékin en position de vie ou de mort sur l'industrie automobile occidentale, avec la capacité théorique de couper l'approvisionnement en graphite raffiné à tout moment pour des raisons géopolitiques. Même si les pays européens réussissent à extraire du graphite brut de leurs propres gisements ou de ceux de pays alliés, ils doivent obligatoirement l'envoyer en Chine pour le raffinage, car ils ne possèdent aucune installation capable de le transformer en graphite sphérique de qualité batterie. Cette dépendance technologique totale, l'Union européenne a lancé plusieurs initiatives pour construire des capacités de raffinage indépendantes sur son territoire. Mais ces projets nécessitent des investissements massifs et prendront de nombreuses années avant de devenir opérationnels. Entre-temps, chaque véhicule électrique produit en Europe dépend du bon vouloir de Pékin pour son approvisionnement en graphite raffiné. Une situation intolérable pour des gouvernements qui prétendent défendre leur souveraineté stratégique. C'est précisément pour échapper à ce piège que l'Union européenne avait identifié Madagascar comme partenaire prioritaire dans sa stratégie de diversification des sources d'approvisionnement en minerais critiques. Le plan initial prévoyait d'investir massivement dans l'exploitation des gisements malgaches tout en construisant sur l'île des installations de raffinage qui auraient permis à l'Europe de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Ces usines malgaches, financées par des fonds européens et exploitées par des entreprises françaises, devaient traiter localement le graphite avant de l'exporter vers les gigafactories de batteries européennes. Ce schéma apparemment gagnant-gagnant présentait toutefois un défaut majeur que ses concepteurs n'avaient pas anticipé. Il reproduisait exactement le modèle néocolonial classique où l'Afrique fournit la matière première et la main-d'œuvre bon marché pendant que l'Europe. Toute la valeur ajoutée de la transformation finale et de l'intégration dans les produits finis. Les Malgaches ont parfaitement compris cette arnaque et l'ont rejetée violemment. La révolution malgache a anéanti complètement le plan européen en transférant le contrôle des gisements de graphite à un gouvernement qui refuse désormais de jouer le rôle de simple pourvoyeur de matières premières. Le nouveau pouvoir à Antananarivo a une vision radicalement différente de la valorisation des ressources nationales, une vision qui consiste à transformer localement le maximum de minerais pour capturer la valeur ajoutée sur le territoire malgache. Cette stratégie d'industrialisation accélérée s'inspire des modèles asiatiques qui ont permis à des pays comme la Corée du Sud et la Chine de passer du statut de pays pauvre à celui de puissance industrielle en l'espace de quelques décennies. Madagascar veut construire ses propres usines de raffinage de graphite, ses propres installations de production de composants pour batteries, peut-être même ses propres gigafactories produisant des batteries complètes. Cette ambition de monter en gamme dans la chaîne de valeur industrielle représente exactement ce que redoutent les Occidentaux, qui préfèrent maintenir l'Afrique dans son rôle traditionnel de fournisseur de matières premières brutes. Madagascar ne constitue absolument pas un cas isolé, mais représente le symptôme visible d'un réveil continental qui gagne progressivement l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Le Zimbabwe vient d'interdire l'exportation de lithium brut en exigeant que tout le minerai soit transformé localement avant toute exportation éventuelle, forçant les entreprises étrangères à construire des usines de raffinage sur le territoire zimbabwéen plutôt que d'expédier la matière première vers leurs installations en Chine ou en Europe. Cette décision souveraine, prise malgré les protestations véhémentes des multinationales minières, témoigne d'une nouvelle détermination des gouvernements africains à capturer davantage de valeur ajoutée sur leur territoire. La Namibie révise actuellement tous ses contrats uranifères en exigeant des conditions beaucoup plus favorables de la part des compagnies occidentales qui exploitent depuis des décennies les immenses gisements d'uranium du désert namibien. Ces renégociations portent non seulement sur les redevances minières, mais aussi sur l'obligation de construire des installations d'enrichissement local qui permettraient à la Namibie de monter dans la chaîne de valeur de l'industrie nucléaire. Les pays du Sahel dirigés par des militaires nationalistes ont entrepris une reprise en main spectaculaire de leurs ressources minières qui enrichissaient jusqu'à présent principalement des actionnaires français et canadiens. Ces nouveaux dirigeants, arrivés au pouvoir par des coups d'État soutenus par leur population lassée de la corruption et du pillage,
ont immédiatement lancé des audits complets de l'industrie minière nationale. Les résultats de ces enquêtes ont révélé des systèmes de fraude massive où les entreprises étrangères sous-évaluaient systématiquement leur production pour minimiser leurs redevances, où les contrats avaient été signés moyennant des pots de vin considérables versés aux dirigeants précédents, où les obligations de développement local et de formation de personnel national étaient systématiquement ignorées. Face à ces découvertes scandaleuses, les nouveaux gouvernements sahéliens ont procédé à des nationalisations partielles ou complètes de plusieurs mines, provoquant l'ire des capitales occidentales, mais la satisfaction des populations locales qui voient enfin leurs ressources nationales bénéficier au pays. Cette vague de reprise en main des industries extractives représente un changement de paradigme majeur dans les relations économiques entre l'Afrique et l'Occident. La Guinée entreprend actuellement la renégociation de l'exploitation de ses colossales réserves de bauxite avec les entreprises chinoises qui proposent de construire des raffineries complètes d'alumine sur le territoire guinéen. Cette évolution marque une rupture avec le modèle traditionnel où la Guinée exportait sa bauxite brute vers les pays industrialisés qui en tiraient toute la valeur ajoutée en la transformant en alumine puis en aluminium. Les nouvelles conditions négociées prévoient non seulement la construction d'infrastructures de transformation, mais aussi des transferts de technologies substantielles et la formation de milliers d'ingénieurs et techniciens guinéens. Cette stratégie d'industrialisation accélérée s'inspire directement des modèles asiatiques qui ont permis à plusieurs pays de sortir du sous-développement en l'espace d'une génération. Le Botswana, traditionnellement considéré comme un élève modèle de la bonne gouvernance africaine, pousse désormais sa logique de valorisation locale des ressources encore plus loin en exigeant que ces diamants soient non seulement triés mais aussi taillés sur le territoire national avant toute exportation. Cette montée en gamme progressive, dans l'industrie diamantaire, crée des emplois qualifiés et capture une part significative de la valeur ajoutée qui partait auparavant intégralement vers les centres de taille diamantaire européens et indiens. Cette lame de fond qui traverse le continent africain du nord au sud et de l'est à l'ouest représente le cauchemar absolu des chancelleries occidentales qui voient leur modèle économique néocolonial s'effondrer comme un château de cartes. Les pays africains ont finalement compris la vérité fondamentale que leurs élites corrompues leur cachaient depuis les indépendances. Ils détiennent les clés de l'économie du futur et continuer à enrichir les autres avec leurs propres ressources relève du suicide collectif. Le modèle où l'Afrique exportait ses matières premières brutes pour les racheter, transformées à prix d'or, est en train de voler en éclats sous la pression conjuguée des populations qui exigent leur juste part des richesses nationales et d'une nouvelle génération de dirigeants qui refusent de perpétuer les schémas hérités de la colonisation. Madagascar montre spectaculairement la voie à suivre en démontrant qu'il est possible de dire non aux anciennes puissances coloniales, de reprendre le contrôle effectif des ressources stratégiques, de renégocier les contrats léonins, de transformer localement les minerais plutôt que de les exporter bruts. Cette prise de conscience continentale bouleverse les équilibres géopolitiques mondiaux. Le rôle des nouvelles puissances émergentes dans ce basculement continental mérite une analyse approfondie, car il explique en grande partie pourquoi les pays africains osent maintenant défier ouvertement leurs anciens colonisateurs. La Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie et d'autres nations courtisent activement les pays africains en leur proposant des partenariats qui apparaissent objectivement beaucoup plus équitables que ceux offerts par l'Occident. Ces nouvelles puissances ne traînent pas le lourd passé colonial qui empoisonne les relations entre l'Europe et l'Afrique, elles peuvent donc négocier sur une base apparemment plus saine. Les propositions chinoises notamment se distinguent par leur concrétude. Financement d'infrastructures réelles, transfert de technologies substantielles, formation de personnel local, absence de conditionnalité politique, contrairement aux prêts occidentaux toujours assortis d'exigences en matière de gouvernance ou de droits humains. Cette différence d'approche explique le succès diplomatique et économique croissant de Pékin sur le continent africain, malgré les critiques occidentales sur le néocolonialisme chinois ou le piège de la dette. La rivalité croissante entre grandes puissances pour l'influence en Afrique offre aux pays du continent un espace de manœuvre géopolitique dont ils ne disposaient pas depuis les indépendances. Durant toute la période de la guerre froide, les nations africaines pouvaient certes jouer les États-Unis contre l'Union soviétique pour obtenir davantage d'aide, mais ce jeu dangereux comportait des risques considérables. Après la chute du mur et la fin du monde bipolaire,
l'Afrique s'est retrouvée face à un Occident triomphant qui imposait unilatéralement ses conditions sans véritable contre-pouvoir. Cette période d'hégémonie occidentale, non contestée, semble définitivement révolue avec l'émergence d'un monde multipolaire où plusieurs puissances rivalisent d'influence. Les dirigeants africains peuvent maintenant mettre en concurrence différents partenaires potentiels et choisir ceux qui offrent les meilleures conditions pour leur développement national. Cette nouvelle configuration géopolitique explique pourquoi tant de pays africains trouvent soudainement le courage de renégocier les contrats léonins signés sous la pression occidentale durant les décennies précédentes. La réponse occidentale à ce basculement continental oscille entre incompréhension, déni et tentative maladroite de contre-offensive diplomatique. Les dirigeants européens multiplient les sommets Afrique-Europe où ils promettent des investissements massifs et un nouveau partenariat équilibré, mais ces déclarations d'intention peinent à convaincre des populations africaines qui ont entendu les mêmes promesses pendant des décennies sans jamais voir d'amélioration concrète de leurs conditions de vie. Merci infiniment pour vos commentaires qui enrichissent le débat. Laissez un like massif pour soutenir ce travail d'investigation et partagez cette vidéo autour de vous parce que l'information doit circuler. La question finale reste terrifiante. Combien de temps l'Occident survivra-t-il sans accès aux ressources africaines quand des dizaines d'autres pays suivront l'exemple révolutionnaire de Madagascar ?